Valérie Toragnan, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous recevoir sur nos plateaux Figaro Live. Je suis ravie. Merci. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez publié en début d'année chez Flammarion Une fille bien. Ex-directrice de la rédaction du magazine Elle, vous avez pris en 2014 la tête de la Revue des Deux Mondes. Le numéro du mois de juin porte sur le diable et celui de juillet-août, qui vient tout juste de sortir, s'intitule « Le rire est-il mort ?» Alors, le diable, le rire, pourquoi avoir pris ces deux sujets coup sur coup? Alors, le diable, c'était une discussion en conférence de rédaction où Robert Kopp a évoqué... qui est un de vos contributeurs. Qui est un de nos contributeurs et qui d'ailleurs contribue dans ce dossier sur le diable, a évoqué en s'amusant cette problématique qui avait été soulevée de nouveau par le pape. Parce qu'on a l'impression que le diable, bon ok, c'est fait pour... Ça raconte une histoire, c'est un symbole, c'est fait pour faire peur aux enfants. Oui. Après, pas que ça, parce qu'en discutant, on s'est aperçu que ça revenait dans beaucoup plus de sujets sérieux que ça. Mais le pape lui-même avait fait une déclaration extrêmement sérieuse en disant « Attention, le diable n'est pas un symbole, le diable existe, le malin existe. Et dans nos sociétés, à l'époque actuelle, à l'époque contemporaine, il se cache sous des formes diverses. Il est redoutable parce qu'il est diaboliquement intelligent. » Et donc, c'était un discours très sérieux sur « Attention, le malin est là, et ne prenez pas cette donnée-là à la légère et avec des ricanements. » Et du coup, le diable devient un sujet absolument formidable, parce que si l'Église même est encore terrifiée à l'idée que le diable existe, d'ailleurs elle a peut-être raison, je ne sais pas, dans la littérature, Baudelaire qui dit « le diable existe puisque je le sens en moi oui. », et puis même en politique, en géopolitique, regardez à partir des années 80, les États-Unis, l'axe du mal, la diabolisation de l'adversaire, le diable a de beaux restes, de beaux jours devant lui, et il est plus que jamais présent. Donc du coup, ça nous a beaucoup amusé d'essayer de traiter ça sous différents aspects. Alors le rire ? Le rire parce qu'on est dans une société où le politiquement correct fait des ravages, qu'aujourd'hui on voit que la scène du rire, est-ce qu'on rit, est-ce qu'il y a plus de tabous qu'avant ? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les choses se communautarisent. C'est-à-dire que vous avez des comiques, par exemple maghrébins, qui font des blagues et des vannes pour un public maghrébin, qui rit, et tout le monde est content parce qu'on rit entre nous et qu'on s'autorise entre nous ces blagues-là. Les Blancs font des blagues pour Blancs. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà, exactement. Ouais. Et là, on a l'impression qu'on arrive à une communautarisation. Donc les Noirs font des blagues de Noirs pour les Noirs, etc. Et finalement, l'esprit de Desproges, qui était aussi, lui, d'être dans une totale irrévérence, c'est un hommage aussi qu'on voulait rendre à Desproges. Oui. Hein. Totalement libéré. Et qu'aujourd'hui, on cite comme une espèce de figure mythique. On a tous une nostalgie de Desproges. On ne peut plus rire, on n'ose plus rire comme avant. Mais il se permettait de dire des choses voilà. quand même alors nous, assez fortes, on ne s'est pas gêné. Sur les Noirs, les homosexuels. Sur Himmler, sur Hitler, sur les nazis, comme disait Himmler, on ne peut pas être au four et au moulin, etc. Et dans le tribunal des flagrants délires, tout ça allait en rafale et en cascade, et tout le monde riait, et il y avait cette permissivité, cette liberté. Il y a un entretien aussi avec Riss, le directeur de Charlie Hebdo. Alors lui, on voit que le rire, parfois le rire alors est mortel justement, en France, on va y venir, c'est là où on voit que le diable et le rire, par moments, peuvent se retrouver, puisqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Est-ce que, je crois que c'est un de vos auteurs qui dit ça, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le monde est plus démoniaque qu'au Moyen-Âge ? C'était un peu l'idée du pape François, lorsqu'il disait, attention, aujourd'hui, le pape, il revêt des aspects beaucoup plus sournois et il est beaucoup plus difficile à discerner. Avant, il était, voilà... Enfin, là, quand c'est un massacre à la Kalachnikov... oui, alors peut-être que lui, il n'avait pas ça. Lui, il n'avait pas ça. Le mal, on le voit. Hein. Le malin, aujourd'hui, on le voit. Il est extrêmement présent dans le discours et la sémantique, justement, par exemple, vous parlez des islamistes et du djihad, c'est clair. N'oublions pas que Sarah Halimi, qui se fait défenestrer par son bourreau, c'est au cri de juive de 80 de 67 ans, je crois, 67 ans, retraitée, et qui se fait torturer, battre et défenestrer finalement par son bourreau au cri de Shaitan. Shaitan signifiant en arabe le malin, le diable. Donc c'est-à-dire que dans leur problématique antisémite, dans leur délire antisémite islamiste, il y a le diable existe pour eux et il est représenté très souvent par la figure du juif. Donc on est dans voilà, le diable c'est l'autre, celui qu'on veut discriminés, persécutés. Au Moyen-Âge, on brûlait les femmes qui étaient des sorcières, qui étaient supposées
être des suppôts de Satan. Aujourd'hui, pour les djihadistes, c'est les juifs qu'on vient défenestrer jusque chez eux. Donc voilà, le diable dans ses œuvres, et le diable aussi en politique, parce que c'est commode de diaboliser son adversaire quand on veut conduire ses... Alors les Américains, ils ont une vision très messianique et religieuse de leur mission. On va servir le bien, on va chasser le mal. Nous sommes le camp du bien, nous combattrons le mal. Et avec des... Ce qu'avait dit Bush au moment de l'Irak. Exactement, exactement. Et c'est tous les néoconservateurs à côté de lui qui reprennent cette phraséologie et cette sémantique qui n'est pas du tout étrangère au discours de Trump aussi. Hein. Sauf que lui, un coup c'est le diable, un coup il rit avec le diable, un coup, vous voyez, même ce qu'il fait avec la Corée du Nord, voilà. Bon, après Trump, c'est Trump, c'est autre chose. Ouais. Mais en tout cas, ce diable, cette notion du diable est très intéressante à traiter. Ce qu'elle révèle sur nous et ce que nos boucs émissaires et nos diables aux uns et aux autres révèlent sur nous, c'est intéressant. Le diable, c'est souvent l'autre. Alors, on a beaucoup parlé des humoristes Yacine Bellatar et Dieudonné. Est-ce que vous pensez qu'en les diabolisant comme on le fait, finalement, on ne leur rend pas service en leur faisant de la publicité? C'est ce que dit un de nos auteurs, et ce n'est pas à exclure. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont construits comme des victimes et des martyrs. Je pense que ça leur a pas mal servi. Voilà, donc il faut s'interroger, nous aussi. C'est pour ça que, par exemple... Votre auteur dit on enfante finalement le diable. Voilà, alors bon, il n'était peut-être pas blanc-bleu non plus de donner, il y avait peut-être aussi des choses à dénoncer, il y a toute une ambivalence, une ambiguïté dans les propos qui est très maléfique et très diabolique aussi, qu'il faut dire aussi clairement. Mais après, les interdictions, la censure, moi je pense que c'est à double tranchant. La question qui s'est posée pour Médine récemment au Bataclan... Vous étiez contre. Moi j'étais contre, et Dieu sait si je ne supporte pas ce que peut incarner, dire, et je vois bien toutes les ambiguïtés, et je vois bien toutes les ambivalences de ce qu'il dit autour du djihad, autour des laïcars, etc. Mais il n'empêche, des gens sont morts aussi pour qu'on ait la liberté d'expression. Donc à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas renoncer à ça. Parce que si nous aussi on renonce, alors c'est finalement eux qui auront gagné. Très bien. Donc on ne peut pas rire de tout. Une récente enquête faite par 2 sociologues, Anne Muxel et Olivier Galland, montre la radicalité chez les jeunes, et notamment chez les 14-18 ans issus de milieux populaires. Est-ce que ça veut dire que la société va vraiment mal et que ces jeunes sont en manque de repères qu'on ne leur apporte pas ? Complètement, donc ça pose aussi la question, par exemple, de l'enseignement du fait religieux. C'est extrêmement frappant, et la remise en question de l'enseignement à l'école, le fait qu'il y a des sujets tabous et sacrés auxquels on n'a pas le droit de toucher, on ne peut pas rire de tout, on ne rit pas de la religion, on ne rit pas du prophète, on ne rit pas même d'autres religions, il y a des jeunes, pas seulement sur l'islam. Ce qu'on dit à l'école n'est pas forcément la vérité par rapport à ce que nous enseigne la religion. Enfin, on lit ça, on est stupéfait, on a l'impression d'une régression de 200 années. C'était bien ce code de laïcité qu'avait introduit Blanquer. Enfin, vous êtes favorable à ça? Oui, il faut travailler ça. Il faut travailler ça conjointement avec les professeurs, avec ceux qui sont en premier rang dans ces... C'est pour ça que cette question de l'enseignement du fait religieux, elle est importante, à condition aussi qu'on enseigne pas uniquement le fait religieux, mais tout ce qui aujourd'hui fait sens dans une démarche de sources spirituelles. La philosophie, c'est important, l'humanisme, c'est important, les Lumières, c'est important, la religion, c'est important. Et dire qu'aujourd'hui, quand on est un être humain dans une civilisation telle que la nôtre, dans une démocratie telle que la nôtre, où chacun a le droit de s'exprimer et de penser librement, ce qui peut nous inspirer et nous donner une force spirituelle, ça peut être la religion. Quelle religion? Parlons-en comme d'un fait culturel, comme d'un fait civilisationnel. Ça peut être aussi d'autres sources d'inspiration qui sont, par exemple, les philosophes, la science, etc. Donc c'est intéressant cette démarche parce que ça tend aussi tout d'un coup à relativiser le poids et le tabou que peut avoir cette religion. Donc c'est toujours intéressant d'ouvrir le débat. Alors, on parle beaucoup des réseaux sociaux qui participent à ce tribunal de la pensée. Est-ce qu'il faut réduire leur place aujourd'hui ? Mais comment voulez-vous réduire la place des réseaux sociaux ? Non, on ne va pas commencer à assigner les réseaux sociaux. On n'est pas les Chinois, on n'est pas les Russes. Enfin, non, donc on peut laisser dire n'importe quoi ? Non, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. On doit à un moment donné avoir des outils aussi pour punir les excès, et la société civile s'y emploie aussi. Vous savez, le meilleur tribunal, c'est quand la société civile s'affronte à la société civile. C'est-à-dire qu'aussi, à un moment donné, il y a une régulation.
des fois pour le bien, des fois dans des crispations identitaires, minoritaires, etc. Mais on est en surveillance permanente sur les réseaux sociaux. Donc, OK, vous avez le droit de dire n'importe quoi, mais tout le monde vous surveille. Et si vous franchissez à un moment donné une ligne rouge, d'autres se chargent de vous rappeler à l'ordre. Donc, il y a une régulation aussi qui se fait dans la pensée, des fois, hélas, pas pour le meilleur. Des fois, on est aussi empêché et harcelé, et c'est dommageable, moi je pense, pour le dialogue. Mais c'est la règle des réseaux sociaux, c'est comme ça. Si on y va, on sait que c'est ça. Après, il y a la diffamation, il y a les appels au meurtre, tout ça, il faut que la loi... On est un état de droit quand même, et on ne peut pas dire n'importe quoi. Justement, la loi sur les fake news, pour vous, va dans le bon sens ? La loi sur les fake news, ça va être encore une diablerie. Encore une diablerie, parce que voilà, c'est-à-dire que parfois l'enfer, vous savez, n'est pavé des meilleures intentions. C'est-à-dire que oui, a priori c'est bien de combattre les fake news, mais on va dire quoi? On va ériger une éthique de voilà ce qu'on doit dire et ce qu'on ne peut pas dire. Ça va être drôlement compliqué. Hein. Donc, on ferait de la censure, enfin on risque de... on risque de commencer à établir les sources qui sont les bonnes et les sources qui sont les mauvaises. Et puis parfois, la subjectivité dans l'information joue. Donc, évidemment, quand ce sont des complots, des sites complotistes avec des fake news énormes, ce sera assez facile à déceler et à dénoncer. Après, quand on va aborder des choses qui vont être des histoires de point de vue et de subjectivité, là, je pense qu'on va avoir des difficultés. Alors, dans La part du diable, l'écrivain suisse Denis de Rougemont pointait le démon de la popularité des hommes politiques. Est-ce que vous pensez que notre société aujourd'hui souffre d'un excès de populisme ? Visiblement, le président de la République a parlé de la lèpre très récemment. Oui. Visiblement, c'est un sujet qui le préoccupe et qui doit tous nous préoccuper. Aujourd'hui, voilà, il est indéniable que les extrêmes sont en train de monter en puissance. Il est indéniable que ces radicalités se développent aussi sur un terreau qui est celui d'une insécurité culturelle, une insécurité économique, des peurs, des frayeurs qu'on ne sait pas non plus dissiper. On peut les comprendre, ces peurs ? Il faut comprendre toujours et écouter. Il n'y a aucune raison de stigmatiser ceux qui ont peur. C'est là où il faut faire attention, même quand on est président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, la lèpre ? C'est quelque chose de contagieux d'abord, et puis c'est jeter un anathème sur des gens qui penseraient mal et qui seraient les mauvais qui pensent pas bien et qui ont des passions tristes et exécrables contre les bons qui penseraient bien et qui seraient... Il faut faire attention, il faut comprendre ce qui se passe, il faut apporter une réponse. Et puis par ailleurs, puisqu'on parlait de migration et qu'en tout cas lui parlait de ça, il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire qu'on peut aussi décider qu'on accueille tout le monde, mais à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que les populismes et les radicalités augmentent. Donc la question, c'est d'accueillir qui, comment et ce qu'on fait ensuite en termes d'intégration. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Le vivre ensemble, comment on le fait exister aujourd'hui. Et sur ça, on n'est pas très fort encore. Et c'est tout le débat pour vous. Vous souscrivez il y a un traitement des réfugiés politiques, mais on ne peut pas accorder la même chose aux migrants économiques. C'est que du cas par cas. Ce sont que des histoires singulières et particulières. Et il faut faire attention à tout ne se vaut pas, parce que si on dit tout se vaut, c'est alors la porte ouverte, et c'est le cas de le dire, à n'importe quoi et voilà, donc on paye cher la Turquie d'Erdogan 3 milliards et de nouveau 3 milliards pour qu'elle bloque, donc l'Europe ne fait pas rien, prenne sur son qu'elle sol qu'elle serve les 3 millions de réfugiés voilà, exactement, syriens. Mais après, ce qu'on repousse et ce qu'on déplace, ça continue de créer ses effets ailleurs. Donc, et il faut réfléchir aussi avec, je pense, une vision européenne, bien sûr, et même un peu plus géopolitique et mondiale, parce que tous ces flux de migrants, ils arrivent ou ils vont arriver, et il faut quand même être prêt. Donc, bon, voilà, nous en sommes là. C'est un débat passionnant, mais qui est loin d'être... Grand sujet. Passionnant et difficile. Écoutez, on conclura sur cette phrase de Charles Baudelaire. La plus grande ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Valérie Toradian.